Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai envie de te partager quelque chose. Si tu es maman, t'es-tu déjà retrouvée dans cette situation? L'impression de courir partout et de n'avoir le temps de rien. Avoir envie de prendre soin de toi, mais sans savoir vraiment comment faire. Sentir que ta casquette de maman te va bien, mais que t'aimerais bien parfois remettre ta casquette de femme. Finalement, l'envie de te retrouver toi en tant que personne et plus simplement en tant que maman. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est possible. Il existe une autre façon de vivre sa maternité. Pour ça, j'ai créé un accompagnement de 3 mois en tête-à-tête. Pendant 3 mois, je t'accompagne à te reconnecter à tes désirs, à tes besoins, à tes envies, pour être une maman investie et une femme épanouie, sans culpabiliser ni t'épuiser. Je te mets toutes les informations de ce programme dans le descriptif de l'épisode et tu peux également retrouver ces informations sur ma page Instagram clem-doula. Allez, je te laisse ici et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur mon podcast L'Imerté. Je suis Clémentine Roy, j'accompagne les mères à se remettre au centre de leur vie et à prendre conscience de leur puissance. Les mères sont des badass, des reines du quotidien qui gèrent un foyer, une famille, bien souvent un boulot, une vie sociale et qui le font comme des chefs. Avec L'Imerté, je porte haut et fort la voix des mères sans qui ce monde n'existerait pas. Je souhaite sincèrement que les mères osent s'affirmer, prendre la place centrale qui leur revient dans la société parce qu'elles ont tant à apporter. C'est bien grâce aux mères que le monde existe aujourd'hui. Les épisodes de L'Imerté sont toujours sans filtre, sans tabou et authentiques. Bienvenue dans L'Imerté, le podcast qui fait rayonner la voix des mères. Bienvenue dans l'épisode 49 de L'Imerté. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important et pourtant pas encore abordé sur ce podcast. On va parler de sexualité dans le couple quand on devient parent. Et donc, je suis très heureuse de recevoir Camille Bataillon aujourd'hui. Camille est sexologue. Elle anime un podcast Camille parle sexe. Elle a écrit Réinventer sa vie intime après bébé. Et Camille est présentement avec son bébé en porte-bébé devant son micro. Donc, vous entendrez peut-être les bruits de la vie quotidienne et c'est très bien ainsi. Salut Camille, merci d'être là. Coucou Clémentine, ravie d'être là, hein. C'est comme je te le disais offline, j'espère bien que tous mes neurones seront connectés pour cet épisode. Comme tu disais, très important, c'est un sujet important à aborder, donc top que tu le fasses sur ton podcast. Ouais, merci, je suis très heureuse de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Yes, et ben moi c'est Camille, sexologue clinicienne, thérapeute de couple. J'accompagne les personnes, les individus, les couples qui s'interrogent sur leur intimité, qu'on se pose des questions, qu'on ait des difficultés. Voir une sexologue, c'est le bon endroit pour commencer à aborder ces sujets-là. Et d'autant plus aussi quand on devient parent, même encore mieux avant de devenir parent, c'est intéressant de faire des consultations. Ouais, t'en as beaucoup qui viennent avant de devenir parents, en prévision de leur parentalité? Alors, c'est quand même plus rare, quand même, on va dire en majorité, c'est plutôt après, quand justement déjà dans le tourbillon, les challenges, que les gens viennent. Mais c'est vrai que depuis que j'ai écrit le livre Réinventer sa vie intime après bébé en 2021, où justement j'abordais ça, le fait de la prévention, de venir avant, il y en a qui viennent, il y en a qui viennent. Ok. Là, doucement et sûrement, il y en a plus qui viennent dans cette optique de on est en projet bébé ou je viens de tomber enceinte et je sais que là, il y a des petites choses qui vont faire qu'en postpartum, ça va éclater. Mhm. Donc, est-ce qu'on peut prendre ça en main en amont? Ok, c'est quoi en général les choses qui éclatent en postpartum justement sur ces sujets-là? Il y a beaucoup plus de disputes qui peuvent arriver, déjà des tensions qui peuvent arriver, le fait d'avoir moins de temps aussi pour, déjà du temps pour soi, mais aussi du coup dans l'intimité de se dire, parce que souvent on parle de la baisse de désir, mais même pour les personnes qui auraient envie d'avoir une intimité avec leur partenaire, c'est le manque de temps. Comment on fait concrètement quand on a bébé avec nous, le soir on est épuisé, et donc l'envie est là, mais on n'a pas le temps. Et puis, il y a des personnes pour qui l'envie n'est plus là ou moins là. Et donc, ça peut être difficile aussi à dire comment on fait. Est-ce que c'est grave déjà, hein? Les personnes se disent, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que ça va revenir? Est-ce que je peux faire sans? Et donc, il y a plein de questions aussi autour de la
normalité, Mhm. est-ce que c'est OK aussi? Et souvent, les personnes viennent avec cette question-là dans la première séance en sexo. Ouais, ok. Et alors, c'est normal ou c'est grave? C'est ça, on revient, on questionne sur déjà la norme en fait. Est-ce que ça vous pose un problème? Oui, non. Donc si c'est non, bon bah est-ce qu'on peut se laisser tranquille? Et si c'est oui, il y a aussi la question, est-ce que ça vous pose problème parce qu'il y a une pression de par la société, de par le ou la partenaire, ou vraiment ça vient de vous-même? Donc il faut encore décortiquer tout ça. Hmm. Ok. Est-ce que il y a plusieurs endroits où j'ai vu tu parlais de sexopérinatalité. Oui. Pourquoi il y a un terme précis pour parler de sexualité en périnatalité? Alors, en France, on voit plutôt le terme quand même sexualité périnatale, postnatale. Moi, j'avais vu ce terme plutôt au Canada, en Ok. fait, qui avait été abordé dans les recherches, la sexopérinatalité. Et vraiment, bah, c'est la fusion de la sexologie et de la périnatalité. Et je trouve ça, en tout cas pour moi, je trouvais ça parlant. Et j'aimais beaucoup. Et donc voilà, sexopérinatalité pour parler de ces sujets de l'intimité avant projet bébé. Donc, que ce soit bah, quand il y en a envie de concevoir et pour des couples pour qui il y a des difficultés sexuelles, par exemple, on a envie d'avoir un bébé, mais mon partenaire n'arrive pas à éjaculer. On a envie d'avoir un bébé, mais j'ai du vaginisme, donc en fait, ça pose un problème. On a envie d'avoir un bébé, mais en fait, on a des vies à 1000 à l'heure, donc en fait, on n'est jamais là au bon moment pour se Hmm. connecter. On est en parcours PMA, donc ça, c'est toutes les problématiques, questionnements avant, enfin pendant le projet bébé. Ensuite, il y a les questionnements autour de la grossesse, que ce soit du désir, du plaisir, des douleurs, des peurs, des appréhensions. Hmm. Et puis en postpartum, bah pareil, c'est encore toutes ces questions-là sur sécheresse vaginale, désir, plaisir, douleur, j'ai envie de fermer la porte à mon partenaire, etc. Ou le corps, le rapport au corps aussi pas Hmm. mal en postpartum. Un peu moins pendant la grossesse, je le vois plus en postpartum. Donc il y a vraiment des sujets très très vastes en fait Hmm. à aborder. Et c'est quoi en général ouais, bah, tu vois, les questions que tu vas retrouver assez régulièrement parce que, tu vois, typiquement, tout à l'heure, tu parlais de la norme. J'ai déjà entendu, tu vois, des professionnels de santé dire, dis donc, ça fait 6 semaines post-accouchement, il serait temps de s'y remettre. L'appétit vient en mangeant. Typiquement, ça, pour moi, c'est Noé. Mais du coup, est-ce qu'il y a des sujets comme ça très spécifiques qui reviennent trop régulièrement dans tes consultations? Ouais, donc par rapport au postpartum, effectivement, il y a déjà bah, la question de quand. Mm. Bah, ça fait 6 mois. Alors là, les 6 semaines, c'est vrai que la plupart des gens qui consultent disent non, non, mais les six Ça semaines, fait bien longtemps. voilà, laissez tomber. Ouais, laissez tomber. On est plutôt à un Ouais. an. Ça fait 6 mois, voire plus tôt. Ça fait un an, 2 ans qu'on n'a pas eu vraiment de rapport intime ou une fois dans Mm. l'année. Est-ce que c'est grave? Déjà, il y a cette question-là souvent qu'on me pose. Donc, bon, bah, moi, la réponse, pareil. Mm. Est-ce que c'est grave pour vous? Si c'était que vous sur une île déserte, est-ce Mm. que ça vous va ou pas? Et puis ensuite, est-ce que vous avez envie que ce soit différent? Et si vous avez envie que ce soit différent aussi, pour quelles raisons? Est-ce que c'est pour quelqu'un? Est-ce que c'est pour les autres? Ou est-ce que c'est vraiment pour vous? Et si c'est pour vous, est-ce que c'est pour correspondre à un certain type de, bah, si je suis, là je vais parler pour les femmes, mais si je suis une femme, bah, je dois avoir une sexualité. La sexualité, bah, ça ressemble à ça dans mon imaginaire, et donc il faut que je fasse ça. Donc on essaye aussi un peu de débunker tous les il faut, Mm. je devrais, c'est pas normal si, pour recréer un espace déculpabilisant, rassurant et vraiment, une fois qu'on a enlevé toutes ces couches, qu'est-ce que la personne veut vraiment? Donc il y a cette question de la reprise ou non reprise. Il y a la question des douleurs aussi qui revient pas mal. Et donc, bah, ah, c'est normal que j'ai mal en postpartum parce que, bah voilà, j'ai accouché par voie basse, c'est un carnage. Et voilà, il y a encore des fois cette croyance que c'est normal et peut-être qu'au bout d'un moment, ça va passer tout seul. Euh, la bonne nouvelle quand on a des douleurs, c'est que ça se traite bien, ça se guérit, mais il faut en fait de l'aide de plusieurs Mm. professionnels. Ça peut des fois passer effectivement tout seul avec le temps, mais quand on a des rapports qui sont douloureux à répétition et on n'a aucune aide, je doute que ça va s'arranger. Au contraire, ça peut Mm. s'empirer. Par contre, quand on est bien accompagné, que ce soit avec des personnes qui vont aider vis-à-vis de la rééducation du périnée, des sexologues, des psychologues, bref, toutes les personnes dont on a besoin, quand là, il y a une bonne prise en charge, ça se traite Mm. bien. C'est pour ça qu'il faut pas rester non plus tout seul, toute seule avec ses douleurs ou se dire
bon, bah allez, avec le temps, ça passera. Ou voir au contraire dire, ma vie sexuelle est foutue parce que j'ai des douleurs. Ça aussi, ça Mm. arrive. Et moi-même, en postpartum, j'ai eu des douleurs et j'ai eu cette première pensée, ça y est, ma vie sexuelle est foutue. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, c'est ça qu'on dit, non? Voilà, c'est important de le dire aussi, ça nous arrive. Après, c'est vrai que du coup, j'ai eu cette chance que bah, j'avais les Ouais. outils en tant que sexologue pour y faire face, me dire, je sais que ça arrive et je sais que ça se traite bien, donc on va prendre ça en charge et on va surtout pas paniquer, on va se rassurer, etc. Et effectivement, c'est vite passé après. C'est quoi les signaux d'alerte pour toi, qui devraient pousser les gens à consulter un ou une sexologue avant justement d'attendre 1 an, 2 ans, si c'est déjà pesant pour eux depuis quelque temps? Très simplement, à partir du moment où on se pose des questions. Ok. Donc sans même forcément se dire il y a des difficultés tout de suite, s'il y en a évidemment, on consulte, mais même des questions. Tiens, là il y a ce petit truc qui se passe, est-ce que c'est ok, pas ok, ou je me demande si je peux faire autrement, ou alors là je sens que j'ai besoin d'aide, bah venez en séance. Là Hmm. il y aura toutes les réponses. Ouais. T'étais intéressée par la sexualité en périnate avant d'avoir des enfants? Oui. Ok. Oui, oui. Oui. Bah, alors déjà, je pense que bah, j'étais passionnée de la périnatalité avant la sexualité, la Ok. sexologie, parce que dès petite, je voulais être sage-femme Ok. déjà. J'ai grandi dans une famille nombreuse, j'ai été entourée de plein de bébés, j'ai fait énormément de babysitting, j'ai été jeune fille au père, donc j'élève les livres, tu sais, j'élève mon enfant, je les lisais Hmm. adolescente déjà, donc en fait, la périnatalité, j'étais waouh, passionnée quoi. Et puis ensuite, c'est ajouté la sexologie. Et avant même ça, j'étais dans une entreprise aux États-Unis où la boss, elle s'intéressait vraiment en fait aux femmes qui allaitaient et Ok. elle voulait allier la technologie pour aider les femmes qui allaitaient. Donc à cette époque-là, c'était tu sais, les Google Glass. Hmm. Je sais plus comment on les appelle, là. C'est ça les Google, je sais Ouais, plus comment on ouais. les appelait, ouais, les lunettes Google, quoi, Ouais. qui permettaient du coup de voir et de corriger à distance, d'aider, d'accompagner à distance les femmes qui allaitaient, Ok. qui étaient en zone rurale ou qui n'avaient pas accès à une conseillère en lactation. Ok. Et elle crée une app, une application autour de ça, et puis de plein de produits, pareil, alliant technologie et enfance. Donc par exemple, maintenant on les connaît d'autant plus, mais il y a plus de 10 ans, c'était pas connu. Les matelas pour s'assurer que les bébés respirent bien, ou les petites chaussettes Hmm. connectées, tous les objets connectés. Donc moi j'étais là à chercher tous les trucs, etc. Et puis quand elle construisait cette application, je lui ai dit, j'étais pas encore sexologue, mais j'avais déjà envie de me pencher là-dessus. Je lui dis, il manque énormément de choses autour de l'intimité, de la sexualité aussi, parce que je suis sûre qu'il y a des choses qui doivent changer. Je suis pas encore maman, mais voilà, je me doute. Et donc là, j'ai refait plein de recherches pour justement voir ce que les études disaient Ok. autour de la sexualité et de la périnatalité. J'ai recensé tout ça dans mon ordinateur. Et puis après, j'ai fait mes études. Je suis rentrée en Europe, j'ai fait mes études sur la sexualité. J'ai laissé ça un peu de côté. Et puis au bout d'un moment, quand je suis devenue sexologue, que j'ai eu des consultations, je me suis dit, mais c'est dommage, j'ai toutes ces recherches sur mon ordinateur. Je lis pas beaucoup de livres qui parlent de ce sujet-là. Hein, donc c'était avant les années 2020, qui parlent de ce sujet-là. On parle maintenant à peine en ce moment du postpartum, là, donc ça Hmm. commençait. Et je me suis dit, bah allez, on va vulgariser tout ça en alliant ce que j'ai lu dans les articles scientifiques, ma casquette de sexo, et vulgariser tout ça dans un Hmm. livre. Ok. Et est-ce que depuis que tu es devenue maman, que tu as 2 enfants, Mhm. est-ce que depuis que tu es maman, tu as l'impression que ça a changé euh, d'un côté ta manière d'accompagner, mais aussi ce que tu avais appris en théorie sur les études? Ouais. Super intéressant parce que maintenant c'est la question évidemment qu'on me pose. La question qu'on me posait avant que je sois maman, c'est tiens, pourquoi écrire un livre Ouais. là-dessus? Ou un peu la question de la légitimité aussi, par rapport à la question de la légitimité d'écrire un livre alors qu'on n'est pas mère. J'ai envie de dire, bah, il y a des gynécologues hommes. Oui, ce que j'allais dire, ça pour moi, ça me... Voilà, donc personne ne leur pose la Non. question. Donc voilà, à partir de ce Ouais. principe-là, tout va bien. Et puis surtout, je voulais pas écrire un livre teinté de mon expérience Hmm. où il y ait déjà une certaine, tu vois, lecture peut-être faussée. Moi, je Ouais, bien voulais sûr. quelque chose de vraiment objectif. Maintenant, qu'est-ce qui a changé depuis? Comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu des douleurs en postpartum. Ouais. Et donc, mon approche vis-à-vis des douleurs a changé aussi. Parce que bah déjà, quand on me parle de douleur, je suis là, ok, je la ressens dans mon corps, je sais à quel point c'est Hmm. intense, à quel point on peut se dire, ma vie est foutue, je comprends mieux à quel point on peut baisser les bras ou être désespéré parce que face à une telle douleur, on se dit, c'est pas possible que ça aille mieux. Donc, j'ai vraiment encore plus d'empathie et aussi dire,
bah, finalement, tous les outils que j'avais en théorie, je les ai appliqués pour moi-même. Et puis, je sais aussi, en ayant accompagné d'autres personnes, que ça fonctionne. Donc, je suis encore d'autant plus pleine d'espoir, tu Hmm, vois. ouais, Et puis aussi, peut-être, c'est une meilleure compréhension bah, des mamans aussi fatiguées, celles qui parlaient de leur rapport au corps, ou même des fois, tu vois, je repense aussi à cette personne qui disait être vraiment complexée par ses hémorroïdes pendant l'intimité. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas touché, maintenant c'est un peu le cas pour moi, mais tant qu'on n'est pas touché, on peut se dire, oh, tu vois, une pointe de jument, c'est un peu ridicule, c'est rien, etc. Et en fait, de comprendre aussi quand ouais, on le vit, ok, à quel point ça peut impacter, ou le ventre, ou les seins, ou quoi que ce soit. Et puis aussi le baby clash, de le comprendre aussi, quand finalement, presque, on a envie de dire, le baby clash, c'est presque normal que hmm, tous les couples passent par là à un certain moment. Faut pas évidemment que ça dure, ça devient, on va dire, entre guillemets, pathologique hmm, ou problématique si ça dure et si ça s'installe, et s'il y a de la violence ou s'il y a du non-respect. Mais j'ai envie de dire, c'est assez physiologique, on va reprendre ça ouais, pour le couple de remanier en fait. C'est une crise, c'est un bouleversement, donc le couple il va devoir remanier des choses et donc des fois ça se fait un peu sous forme de tension, hmm, d'incompréhension, d'éloignement pour, je l'espère, aussi faire table rase et se reconnecter d'une nouvelle manière. ouais, ok. Ce serait quoi, si je reviens sur la sexualité pendant la grossesse, c'est quoi le truc que t'aimerais, là, s'il y a une femme enceinte qui écoute, qu'elle retienne par rapport à sa sexualité pendant la grossesse? Le truc un mythe qui a la vie dure, tu vois, et que t'aimerais bien arrêter de l'entendre, celui-là. Celui qui me vient là en premier, c'est premier trimestre, c'est difficile, pas d'envie. Deuxième trimestre, feu d'artifice, vous allez voir, votre libido va revenir, vous allez avoir des orgasmes, vous allez découvrir des trucs, waouh, que vous avez jamais découvert. Et puis troisième trimestre, voilà, ça va un peu moins, ça va vers la descente. Bah en fait, ça peut être le cas pour certaines femmes, et puis pour d'autres, ça suit aucune règle en fait. Hmm. Mais du coup, vu qu'on en parle beaucoup, on parle de ça, ce premier, ce deuxième trimestre, troisième trimestre, avec toujours un petit peu ces vagues, bah, il y a certaines femmes qui se disent, mais moi, le deuxième trimestre, je sais pas, on me disait que ça allait être le feu d'artifice, que j'allais avoir des orgasmes de malade, que j'allais avoir des sensations nouvelles. Bah, c'est pas du tout le cas, on m'a menti. Ou d'autres, troisième trimestre, bah mince, on me disait que, je sais pas, par exemple, bah, que ça allait être table rase, qu'on allait plus avoir envie, puis finalement, je pète le feu, moi je fais jusqu'à la fin de la grossesse, etc. Hmm. Bref, il y a pas de Ouais. normes là-dessus, mais le fait d'entendre souvent un certain discours et le même discours, du coup, on s'attend à vivre ça, ou si on ne le vit pas, à se dire que je suis pas normale, puisque c'est Hmm. ce que j'entends de partout. Ouais, ok. Donc c'est important de le dire. Il y aurait d'autres choses, mais là c'était le premier truc vraiment Ok. qui est le plus classique en fait quand on parle de sexualité pendant la grossesse. On revient souvent sur ce classique-là, premier, deuxième, troisième trimestre. Hmm. Par rapport au postpartum, tout à l'heure tu parlais notamment du fait qu'il n'y a pas de normes sur au bout de combien de temps on est censé reprendre des rapports intimes, etc. Euh, Quel conseil tu donnes aux parents que tu accompagnes sur comment entretenir l'intimité en postpartum quand ben il n'y a pas forcément le rapport en lui-même, puisque Oui. c'est un point important. Oui, tellement. Et puis bah déjà, on pourrait redéfinir ce qu'est l'intimité. Ouais. Est-ce que l'intimité se définit juste sous le prisme d'un rapport sexuel, ou est-ce que ça peut être bien plus que ça? Et c'est bien plus que ça, Mhm. évidemment. Et donc, je trouve que justement, c'est intéressant pour ceux et celles qui ne vivent pas de sexualité de revenir aux bases en fait de ce qu'est un couple et enfin, de créer ou de recréer cette intimité qui est du coup bien plus large. Donc pour les couples, c'est comme on le disait le truc qui est un peu le plus difficile quand on est en postpartum, qu'on a un bébé qui a la vie à 1000 à l'heure, c'est de trouver le temps. Et donc souvent les couples vont s'attendre à il faut avoir du désir ou il faut avoir un rapport sexuel alors qu'on fait que se croiser, qu'on a toutes les tâches, la to-do list et puis on devrait être pump it up, on est dans le même lit, on est à côté et on devrait avoir envie. Ouais. C'est bien plus Je saurais complexe si que ça ça. était comme ça. Ça serait trop Ouais, facile et c'est peut-être clair. ennuyant d'ailleurs. Ouais. Mais en tout cas, c'est déjà de se dégager, parce que vraiment, c'est de se dégager du temps, de prioriser du temps pour le couple. Alors même avant le couple, ça serait déjà pour soi-même.
Ça, on pourra revenir là-dessus, mais donc Mm. déjà soi-même. Là, on parlait du couple, donc aussi de se dégager du temps et donc pas attendre le soir à 23 heures quand on est Mm. couché, qu'on s'est brossé les dents, lavé à peine et que là, on devrait avoir envie. C'est de se dégager du temps. Donc pareil, comment on fait, comment on s'organise en tant que couple vis-à-vis de ça? Parce que ça va dépendre des configurations. Est-ce que il y a un enfant, il y a deux enfants, il y a plusieurs enfants? Est-ce qu'on peut avoir du relais, pas de relais? Aussi comment on travaille, hein, parce qu'il y a des couples qui peuvent être très flexibles au niveau du travail, d'autres qui peuvent avoir des agendas, hein, qui travaillent la journée, l'autre le soir, et Mm. d'autres, on va dire, un peu plus classiques, le 9, 18 heures, etc. Donc déjà, ça va dépendre de chaque couple, mais que en tant que couple, vous puissiez vous poser, et déjà, vous poser pour vous dire de quoi on a envie. Et donc si on se dit, bah ok, on veut prioriser notre couple et donc on veut se dégager du temps en couple, à quoi ça va ressembler? Ça serait quoi la fréquence? Est-ce que pour notre couple, c'est une fois par semaine? Est-ce que pour notre couple, non, une fois par semaine, ça serait déjà trop, mais si on arrive une fois par mois, ça serait déjà bien. Vous voyez, tu vois, comme le curseur, en fait, on peut pas juste dire une généralité, ça va Mm. dépendre de plein de choses. Mais imaginons un couple qui se dit, voilà, bébé de 2 mois, par exemple, dans mon cas, de se dire, bah, ça serait bien au moins une fois par mois qu'on arrive à se retrouver. Et du coup, pendant ce créneau-là, bah, est-ce que c'est en journée, est-ce que c'est en soirée, parce que ça peut dépendre aussi de plein de choses. Imaginons, bah, en journée, c'est plus simple parce que, je sais pas, les enfants sont à l'école, à la crèche, Mm. et on a juste à négocier avec notre travail. Bah, pour certains couples, c'est plus facile. Ou en fait, au contraire, c'est le soir parce qu'avec notre travail, pas possible. Et donc le soir, comment on fait? Est-ce que bah, si on a la chance d'avoir du relais, le privilège de pouvoir payer quelqu'un pour aussi garder notre enfant, on peut faire ça et donc ça s'organise, hein. Mm. Ou pas du tout cette configuration-là, on n'a pas le choix. Donc on doit faire quelque chose quand nos enfants sont là. Donc comment on fait? Donc quand c'est des enfants un peu plus grands, là on parle du postpartum, donc c'est pas le cas, mais quand Mm. c'est des enfants plus grands, bah peut-être se dire ok, on les met devant la télé 30 minutes, 1 heure, comme ça on peut au moins se poser, Mm. discuter. Quand c'est des plus petits enfants et que c'est pas du tout possible, là vraiment la dernière configuration on va dire, c'est d'essayer de trouver ce qui fonctionne le mieux avec les enfants. Donc là je dis n'importe quoi, mais par exemple avoir bébé en portage qui dort sur soi et puis le plus grand ou les plus grands lire un livre ou écouter un Mm. livre audio, ça marche bien en ce moment, c'est les trucs un peu à la mode. Et pendant ce temps, bah, d'avoir un échange, même si c'est Mm. pas le mieux. Mais en fait, il faut pouvoir, parce que ce qu'on se rend compte, évidemment, nous, en tant que sexologue, on parle souvent de l'idéal. Vous êtes que tous les deux, vous allez dehors, vous pensez à rien d'autre. Ok, mais ça parle pas à tout le monde. Et Ouais. ça parle à des personnes souvent aussi privilégiées. Donc il Ouais. faut pouvoir adapter et dire, bah, en fait, dans le cas où vraiment c'est pas possible, bah, on va quand même trouver des solutions. Ouais, et puis, pardon, et puis voir que l'intimité, elle commence déjà juste dans le fait de voir ces moments-là dans la journée et de prendre le temps de se dire bonjour, de s'asseoir à côté, de se parler et quelque part sans ces moments-là, je suppose que les moments d'intimité, de rapport plus intime, on va dire, sont bien plus difficiles à avoir Ou de moins bonne qualité ouais, ou de aussi. moins bonne qualité. Mais, et même, je dirais, voilà, l'intimité, en fait, ça commence par l'intention, Hmm. Ouais, en fait, parce que souvent aussi, une des choses qu'on voit le plus en tant que sexologue, mais c'est l'intimité, ou la sexualité, elle est automatique, elle n'est pas réfléchie. ouais. C'est, par exemple, bah, je dois le faire. Je me suis pas posé la question, mais parce que je sais que je dois le faire, ou je le fais parce que j'ai peur que, etc. Hmm. Ou on le fait parce que bah, c'est nos petits, voilà, tous les dimanches, on se pose pas la question, on le fait sans se demander si on a envie, si c'est comme ça, si on a envie d'arrêter à ce moment-là, quelle position, vraiment sans se demander mais qu'est-ce que je veux vraiment là, à ce moment T. Donc déjà, l'intention, ça permet de se dire, mais là, moi, qu'est-ce que j'ai envie? Et si ce soir, je me dis, bah tiens, pourquoi pas avoir de l'intimité avec mon ou ma partenaire, bah, c'est quoi exactement? Est-ce que je peux peut-être redéfinir ce qu'on a l'habitude de faire et faire Hmm. différemment? Ou peut-être en fait ce soir j'ai envie d'un câlin peau à peau, tout nu et voilà. Ou peut-être que j'ai envie d'une certaine position. Ou peut-être qu'en fait j'ai envie de quelque chose de très doux. Ou au contraire non. C'est l'intention. Mm. Et ça peut être super dur à faire, notamment, j'ai l'impression, plus pour les femmes que les hommes dans le couple, parce que on a moins été éduqués à faire attention à nos besoins, à nous, quoi. Oui, et les hommes, quand on leur pose la question, ils le font aussi. Ils font beaucoup la sexualité de manière automatique, voire même performative aussi. Donc ils se posent pas forcément la question, ils se disent juste, bah, je sais pas, enfin, c'est du sexe, enfin,
Ouais, et vraiment quand je leur demande, quand j'ai les hommes aussi en séance tout seuls, quand je dis bah, qu'est-ce que vous aimez dans la sexualité, c'est soit ils vont me dire bah tout ou je sais pas parce qu'ils le font de manière automatique. Mais Hmm. quel est le genre de pression, à quel endroit du corps, de quelle manière, est-ce qu'il y a un toucher particulier? Bah je sais pas. Et ok, vous allez y prêter de l'attention vis-à-vis de ça pour mettre une intention après. Mais c'est la Hmm. même chose pour les femmes, mais les hommes aussi, hein, ça je tiens à le dire. Ouais, c'est vrai. Et du coup, comment tu vois là pour quelqu'un qui nous écoute, alors pour le coup, il y a beaucoup plus de femmes qui écoutent ce podcast, mais Eh oui. euh, comment tu conseilles de procéder, tu vois, pour cette femme-là qui, bah en fait, sait pas ce qu'elle aime, sait pas ce qu'elle veut, on sait rien. Euh, Comment elle peut procéder concrètement, tu vois? Est-ce que tu disais se questionner sur qu'est-ce qu'on aime? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on aime seul? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on aime à deux? Enfin, comment Ouais. elle peut dépatouiller ça un peu pour se lancer? Ouais, c'est pas évident de se lancer. Et puis, il y a autre chose, il y a une autre injonction qui vient avec je me connais pas, je me découvre pas, qui est bah, je dois me masturber. Mm. Bah ok, parce que, et c'est vrai, quand on lit, et ben nous, des fois, en tant que sexologue, on a pu le dire et on peut le dire encore, vous savez pas ce que vous aimez, masturbez-vous, puis vous allez découvrir. Un peu en gros résumé. Et donc, il y a des femmes qui viennent comme ça et qui disent, mais moi, je suis pas à l'aise avec me masturber, est-ce que je dois passer par ça pour me découvrir? Euh, non, pas forcément. Il peut y avoir plein d'autres étapes. Et cette étape, elle peut en faire partie au milieu, à la fin, voire peut-être des fois pas du tout. Il y a des femmes qui vont se découvrir avec leur partenaire aussi. Mm. Mais du coup, pour revenir vraiment à cette base de qu'est-ce que j'aime et ou pas, en fait, on revient sur le nerf de la guerre, mais faut que j'ai du temps en fait pour et du temps et de l'espace mental pour me poser ces questions et pour aussi trouver des réponses. Parce que les Mm. réponses, je vais pas les trouver tout de suite, donc ça va me demander du temps. Mais aussi, si je suis dans ce brouhaha constant de plein de choses à faire, et ce qui est souvent le cas là, par exemple pour les femmes, on va pas se mentir, bah j'aurai pas la réponse parce que j'aurai pas le temps. Je me dirais, qu'est-ce que j'aime? Je sais pas. Bon allez, on passe à autre chose. J'ai d'autres choses à faire. Mm. Donc ça demande du temps de savoir aussi ce qu'on aime. Euh, et ça change sans cesse aussi. Donc ça peut être déstabilisant de se dire, mais je comprends pas, je suis cassée, avant ça marchait bien, pourquoi ça marche plus? Bah parce que on change aussi, notre corps change ou nos envies peuvent changer, mais comme on est en mode pilote automatique, on n'a pas conscientisé qu'en fait on veut peut-être plus de cette manière-là. Et souvent d'ailleurs en postpartum, hein, c'est un tremplin pour justement Ouais. réinventer parce que bah, ce qu'on aimait avant, on n'aime peut-être plus, et des choses qu'on n'aimait pas, on aime peut-être, et c'est très déstabilisant de ne plus savoir, d'avoir un point d'interrogation. Donc on procède par déjà se dégager du temps pour soi. Là, je viens vraiment à cet aspect-là. Euh, pour soi, c'est-à-dire aussi, c'est pas 5 minutes, parce qu'on ne trouvera pas la réponse en 5 minutes, mais Mm. c'est au moins si on peut se dégager 30 minutes. Et 30 minutes, on peut commencer par une fois par semaine. Des fois, c'est un petit peu mieux, mais c'est déjà en fait peut-être, sans parler, tout à l'heure, je te disais, on n'est pas obligé de passer par la masturbation, mais c'est déjà de se dégager ce temps-là juste pour réfléchir, en fait, penser. Tiens, qu'est-ce que je pourrais aimer? Et donc pour beaucoup de femmes aussi, c'est bah, je sais pas. Et déjà rien que ça, je sais pas quoi imaginer. Et donc on leur donne des ressources aussi, moi ce que j'appelle des ressources érotiques, pour pouvoir avoir un support en fait sur lequel au moins s'appuyer, parce que sinon c'est très déstabilisant de point d'interrogation plus gros blanc. Et ça peut être effrayant. Donc les ressources érotiques, ça peut être, on parlait tout à l'heure des audios pour les enfants, bah, il y a des audios érotiques qui existent, il y a des lectures érotiques, il y a évidemment des vidéos érotiques, donc il y a tout ce panel-là. Et on peut aussi, voilà, il y a certaines femmes qui vont me dire, moi les vidéos, ça me parle pas du tout, je le sais d'avance. Pourquoi pas les audios? Je sais pas, je connais pas. Ok, eh ben on va créer un protocole pendant une semaine avec à raison de 1 à 2 fois par semaine, ça va dépendre des personnes, pendant autant de temps. Vous allez piocher dans cette liste et vous allez vous laisser le temps de voir est-ce qu'il y a des choses qui émergent, une petite boule de chaud, un questionnement, une porte qui s'ouvre, ou au contraire de se dire ça, c'est pas du tout mon truc. Parce que se dire ce qu'on n'aime Mm. pas, c'est aussi une information qui est importante. Ouais. Et donc on commence vraiment des petits pas comme ça. Et donc, est-ce que pour un couple qui est devenu parent et donc qui potentiellement a une sexualité qui va changer, euh, est-ce que il y a besoin que chaque individu du couple
commence par se reconnecter à son intimité propre et ses envies propres avant de le faire en couple? Ou est-ce que cette reconstruction, tu vois, elle peut se faire directement en couple et de se poser la question en couple? Ma première réponse, c'est ce qu'on entend souvent, je dirais, bah, dans l'idéal, en fait, c'est que chacun le fasse de son côté. Mais pareil, il y a certains couples pour qui ça va très bien fonctionner de commencer à deux Mhm. directement. Mais là, je vais parler plutôt de ce que je vois et j'entends en général. Euh, je pense que c'est quand même mieux si chacun, chacune, de son côté, peut déjà se laisser le temps de se redécouvrir, d'expérimenter, de se familiariser. Là, si on parle des personnes qui ont accouché, juste d'être OK avec ce corps aussi. Parce que souvent c'est ben on doit recommencer la sexualité mais en même temps bah en fait ce corps je le supporte pas, j'ai pas envie de le voir ou je sais pas comment faire dans l'intimité puis en même temps j'ai pas le temps, je sais plus ce que j'aime pas mais on rentre directement dans la sexualité avec ça. Mhm. Et c'est pas le plus optimal. Je sais pas si ça se dit, mais c'est le mieux. Ouais, Ouais. Le ouais. mieux, du coup, c'est de se laisser plus de temps. Ça peut être plusieurs mois, hein, évidemment. Mhm. Où là, on se dit, bah là, en fait, c'est le temps pour déjà être OK avec mon corps, peut-être me masser, me faire du bien, des mantras, d'être bien avec moi-même, de faire ma rééducation du périnée, abdominal, etc. Et puis d'avoir cet espace mental où je peux imaginer des choses aussi érotiques. Et donc, pareil, cet espace mental, encore une fois, bah, ça demande que bah, si on vit avec quelqu'un, que cette autre personne aussi puisse prendre des choses en charge, en fait, hein, Mhm. que chacun ait un équilibre juste. Mhm. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, ton job, c'est d'accompagner les personnes sur leur intimité, mais en fait, tu viens bouger tout le reste pour que ça ait un impact sur l'intimité, quoi. Ouais, exactement. En fait, souvent je dis, mais en fait, dans les consultations sexo, il y a plein de séances où on parle pas du tout de sexualité, où on parle Ouais. d'organisation. Parce qu'en fait, Ouais. sans ça, tu vois bien, comme je parlais de temps, bah, le temps, c'est de l'organisation. Mhm. Bah, faut commencer par ça. Donc souvent, les personnes viennent par le prisme de la sexualité. Et en fait, bah, désolé, la sexualité, c'est on parle souvent, hein, c'est le top de l'iceberg. Mais en Ouais. fait, il va falloir passer par d'autres choses avant si vous voulez arriver à ça et pour que ce soit Mhm. qualitatif. Donc c'est vrai que Ouais. ça peut être déstabilisant, mais très souvent quand on parle de ça, pour la plupart des personnes et des couples, ils disent mais oui en fait. Et on n'y arrive pas, on n'y arrive pas tout seul. Donc on a besoin Mhm. d'une tierce personne pour qu'on puisse prendre du recul et voir comment on pourrait faire différemment, parce que souvent on va me dire non mais là je vois pas comment c'est possible, on peut pas avoir ce temps-là. Et en fait bah du coup on arrive toujours. Pour moi, à chaque fois, je dis, mais si, il y a plein d'options là. Je vois Mhm. clair, mais c'est normal de pas y voir clair quand on a la tête dans le guidon et que c'est comme Ouais. ça depuis des années. Et on réorganise tout ça et on le met en place. Et puis souvent aussi, ce que je leur dis, c'est que là, ce qu'on a mis en place vis-à-vis de l'organisation, ou même ce que vous avez découvert que vous appréciez, que vous aimez dans votre intimité, tout ça, bah, faudra le re-questionner dans quelques mois parce que ça va bouger. Oui. Donc c'est sans cesse. Mais je vous donne les outils pour vous questionner, vous dire que c'est OK, que c'est normal, que c'est Mhm. pas du tout oh mon Dieu, on doit tout recommencer à zéro ou alors notre couple est foutu. Non, en fait, Mhm. c'est que ça va être sans cesse du travail. C'est Désolée, un peu mais comme, c'est enfin, c'est comme avec les enfants, hein. Quand tu as trouvé un rythme, tu as compris comment ton bébé fonctionnait, hop là, le il a moment de grandi et changer. ça marche plus. C'est tellement frustrant en fait, bah ouais. Ouais. Et c'est la Ouais. même chose dans la sexualité où de se dire, certaines personnes disent, mais j'ai mis tellement de temps à, je sais pas, apprécier mon corps. Et puis, bah, il y a eu le postpartum et bam, Mhm. et oui, c'est frustrant. Ou alors, ah, on a mis tellement de temps à savoir bien communiquer. Et puis, bah, il y a le baby clash, il y a les tensions. Et là, j'ai l'impression on a tout perdu et on panique. Et en fait, bah non, non, non. Ces outils que vous avez acquis sont là et il faut juste Mhm. les remettre en place. Mhm. T'as, tu parles à certains endroits, je pense que ça doit être dans ton podcast aussi, de slow sex. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Ouais. Slow Je connais sex, pas. bah, en traduction, hein, le sexe lent au ralenti. Ouais. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit être dans la lenteur totalement, mais c'est plutôt de la sexualité en pleine conscience. Donc, tout à l'heure, je parlais on fait en mode automatique, la performance. Ça, c'est pas du slow sex. Ça, on est du sexe dans la tête, Mhm. dans la tête et pas du tout dans le corps et dans les ressentis. Donc, quand on n'est pas en pilote automatique, on se pose justement la question, bah là, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que mon corps veut? Si par exemple, je sais pas, j'ai mal au dos, bah, la sexualité automatique, c'est de se dire, je dis n'importe quoi, hein, mais faut aller vite, faut aller fort, en levrette et bam bam bim. Là, je suis pilote automatique.
Mm. sexualité, slow sex en pleine conscience. Là, aujourd'hui, j'ai mal au dos, en bas du dos. Eh bien, j'ai peut-être besoin d'un petit massage avant et peut-être que je vais me mettre dans cette position, puis je vais demander à ma partenaire qu'on aille lentement, etc. pour faire attention. Bref, voilà. Mm. Donc, le slow sex, c'est de la sexualité en pleine conscience qui demande d'avoir une intention sur pourquoi j'entre dans la sexualité et comment je veux vivre Mm. cette expérience. Et donc, il y a déjà moi seule, mais si je vis de l'intimité avec une autre personne, ça demande aussi que l'autre personne se pose la question et qu'ensuite on échange ensemble pour être sûr qu'on est tous les deux et toutes les deux raccords sur cette expérience qu'on a envie de vivre. Et Ouais. donc, slow, parce que ça nous demande de ralentir. Tu vois, là, on peut pas le faire juste en se disant, allez, tchac, tchac, tchac. Ouais. Et ça nous demande tout un temps, même des fois des années, pour se poser ces questions-là, pour trouver nos préférences, pour bien se connaître et ensuite bien le communiquer à quelqu'un. Moi, le slow, je Mm. le vois vraiment là-dedans, tu vois. Ouais, c'est dans le presque tout ce qu'il y a avant, quoi. Tout ce qu'il y a avant, tout ce travail, en fait, qu'on Ouais, disait juste ouais. avant. Et ensuite, dans le moment même, ça peut être slow, mais ça peut être aussi un truc bim bam boum, mais parce que Mm. on l'a réfléchi et parce que dans le moment Ouais. même, on est à l'écoute de ses sensations corporelles. Donc, si à un Mm. moment il y a un truc qui va pas, je le sens dans mon corps et je peux le dire. Je suis pas en tant que spectatrice, spectateur ou Mm. au-dessus de mon corps, ou voir des fois voilà, des personnes qui peuvent dire, bah, je sais pas, je suis en dehors ou comme si je me regardais faire. Et donc là, c'est pas de la pleine conscience, c'est souvent être spectatrice de ce qui se passe. Et des fois, ça peut être lié à certaines choses, des fois, ça peut être lié à des traumas, Mm. des fois pas du tout. Mais c'est qu'on n'a pas appris en fait à vraiment être dans son corps, dans ses sensations. Et souvent, c'est parce que c'est parasité par des fois un manque de confiance en soi, par tout ce qu'on voit, ces messages véhiculés, ces vidéos véhiculées autour de la sexualité, où on vit à travers un écran en tant que spectateur, Mm. spectatrice, sans se demander si c'est vraiment ce qu'on a envie de vivre là, au moment même. Mm. Est-ce que tu as l'impression que le regard de la société sur la sexualité évolue? Dans le sens, tu vois, moi j'ai l'impression que, je veux dire, les générations précédentes, la sexualité c'était plutôt tabou, reproductif et on n'en parle pas trop. Est-ce que tu as la sensation que ça change, vite ou pas? Ouais, comment tu le vois toi dans Ouais. les échanges que tu as? Bah, je dirais quand même que oui, ça évolue. Après, ça dépend dans quelle bulle on vit aussi. Parce que je vois Mm. bien, hein, même on parle souvent de bulles, bulle de la sexo. Si par exemple on est plutôt dans quelque chose de, justement, de pleine conscience, de respect, de consentement, d'échange, on va avoir, parce que c'est l'algorithme, ce genre de Mm. contenu. Et donc ça peut être faussé. Et moi j'ai envie de dire, bah ouais, ça y est, tout le monde est là-dedans. Et en fait, je vois bien qu'ensuite, quand je sors d'Instagram et que je vais dans la vraie vie, Ouais. discuter ou être dans des soirées, échanger avec les gens, je vois que, ah non, on n'est pas du tout, ça n'a pas avancé, ou on n'est pas en tout cas dans cette bulle-là dans laquelle Mm. j'évolue tous les jours virtuellement. Euh, mais on voit aussi qu'il y a une double, enfin, deux vitesses. Il y a une vitesse où c'est très justement dans le respect, dans le consentement, et ça a évolué de manière assez quand même rapide sur ces 4-5 dernières années. Et un autre pan où au contraire, là, on voit un retour en force parce que plus ça évolue d'un côté, bah, plus du coup, des fois, il y a la résistance de l'autre, Ouais. où c'est, bah non, mais en fait, la femme, quand elle dit non, bah en fait, c'est oui, il faut avoir tant de rapports sexuels. En fait, tout ce que Mm. nous, en tout cas, moi, dans notre bulle de sexo, on va dire positif, on essaye de déconstruire, on voit qu'il y a des choses qui avancent. Quand on tombe sur ce genre de vidéo, on se dit, mais en fait, là, ils sont en train de casser tout le travail qu'on est en train Ouais. de faire, quoi. Ouais. Et ça, c'est bah, pareil, frustrant, c'est alarmant, et on voit bien qu'il y a un clivage, et c'est ce que aussi les recherches, les sondages montrent, il y a vraiment un clivage où c'est une avancée voilà, à double tranchant, quoi. Ça dépend Mm. dans quel côté on se positionne. Ouais. Et aussi, ce qu'on voit aussi, c'est que les Français font de moins en moins aussi du sexe. Mm. Ce qui était intéressant, c'était de voir que quand il y a eu cette nouvelle-là qui était sortie, les premiers articles qui se sont emparés du sujet se sont alarmés. Alors que moi, et puis d'autres aussi, hein, évidemment, sexologues ou professionnels, on s'est dit, mais c'est peut-être une bonne chose, parce que peut-être cette génération-là aussi, ou peut-être maintenant les gens ne font pas juste du sexe parce qu'il faut faire du sexe et que c'est, Mm. voilà, mais font moins de sexe parce qu'ils se posent la question, est-ce que là on a envie ou pas envie? Ouais. Et que peut-être que le sexe, c'est pas juste l'élément central ou le ciment d'un couple, et donc on s'autorise
à, si on n'a pas envie, à se lâcher la grappe. Donc, je le vois quand même d'un côté positif, dans tous les cas, de se dire que si les gens n'ont pas envie, ils le font pas, et c'est très Ouais. bien. Après, on sait aussi quand on voit dans d'autres cultures, que ce soit, là je prends, parce qu'on parle souvent du Japon, la Corée, etc., qui sont plus avancés sur la technologie, et donc nous, on est en train de suivre ce pan-là de la technologie, de voir aussi que bah, les gens ont de plus en plus de mal aussi à connecter de manière réelle Hmm. avec des personnes. Donc peut-être que la sexualité physique pourrait se transformer, peut-être hein, dans quelques décennies, que, ou peut-être pas à 100%, mais voilà, tendre vers Hmm. ça, vers une sexualité beaucoup plus virtuelle que physique. Ouais, Et donc, intéressant. on pourrait changer de définition de qu'est-ce que c'est faire l'amour. Ouais, ouais, c'est clair. Ah, c'est intéressant. Et c'est ce, ce côté connecté, effectivement, enfin, je trouve que ça joue même de toute façon au sein des foyers. Moi, je dis souvent quand j'ai des couples en consultation, alors pour le coup, au départ, pour parler du sommeil du bébé, mais du coup, on parle forcément d'eux, etc. Et souvent, bah, je recommande de prendre 10 minutes par semaine sans téléphone posé à côté, quoi. Et rien que ça, en fait, on se rend compte que dès qu'on met un écran entre nous, ça casse un peu le lien et cette intimité dont on parlait plus Ouais. tôt. Donc, ça Et, peut commencer par des petites choses comme ça. et c'est génial parce que ça fait le lien entre organisation et sommeil. En fait, c'est de poser aussi la question au couple. Je leur demande aussi, est-ce que bah, dans votre chambre, est-ce qu'il y a il y a le téléphone ou est-ce qu'il y a Mm. une télé? Et souvent aussi, bah, il y a ça. Bon. De plus en plus de couples me disent, bah, avant de se coucher, on est chacun dos à dos sur notre téléphone, on swipe, on regarde. Et puis, bah, du coup, des fois, on a du mal à dormir, mais surtout, bah, du coup, on n'échange plus. Ou Mm. quelqu'un, ou alors, bah, j'aimerais échanger avec lui ou avec elle, mais en fait, ça met une distance quand on voit l'autre aussi sur son téléphone. Et souvent, ça blesse aussi de se dire, bah, tiens, Ouais. il préfère être sur son téléphone plutôt que d'avoir une conversation. Ou même, de plus en plus, même, ça impacte bien plus que le couple, mais la famille. Ouais. Euh, on le sait aussi en tant que Français, on a la culture où on aime manger, se rassembler ensemble. Bah, des familles pour lesquelles le téléphone s'est immiscé sur la table. Ouais. Et donc, il y a moins d'échanges. Et quand là, on parle du couple, bah, il y a plus du tout d'échanges. Donc, on se disait, mais tu vois, tout à l'heure, quand je disais, bah, on se retrouve au lit, puis ça devrait être tout feu, tout feu, tout Mm. flamme. Bah, si toute la soirée, en fait, chacun était sur son téléphone, a même pas échangé un mot, on se sent pas connecté du tout. Ouais. On se sent déconnecté. On se sent très, très loin Déconnecté. et très éloigné d'ailleurs. Ouais, c'est intéressant. Coupons nos téléphones. Voilà, donc tu as raison de le mentionner parce que là, ça commence maintenant chez les thérapeutes de couple. On l'aborde de plus en plus en fait en séance Ok. parce que ça a vraiment un impact. Ouais, c'est partout, de toute façon. Donc, C'est ouais, ok. partout. C'est partout Ouais, dans et ça s'immisce dans les relations. Donc dans les ouais, relations conjugales, mais aussi parents-enfants, ouais, enfin bien sûr. tout dans la famille. Dans la Ouais, famille, dans les amis, tu vois bien au ouais, restaurant, il partout. suffit qu'une personne prenne son téléphone et les quatre autres prennent leur téléphone. Et c'est Mhm. fini pour le reste de la Ouais, soirée, tu vois. ouais, c'est vrai, tout à fait. J'ai deux personnes qui m'ont posé une question pour toi sur Top. mes réseaux, donc je vais te les poser. La première personne me dit comment on fait quand dans le couple, l'un des deux n'a plus envie. Ouais. Alors c'est une bonne question parce que bah du coup, pourquoi cette autre personne n'a plus envie? Déjà, est-ce qu'il y a un échange là-dessus? Parce que des fois, dans les couples, c'est dur de parler de sexualité. Ça, c'est un grand tabou aussi. Parler de sexualité, parler d'argent, c'est les deux tabous dans la relation. Ça fait très Parlons d'argent serré. tout nu, ce sera plus facile. Ah bah là tu donnes là c'est le waouh le challenge ultime. Mais déjà est-ce que dans ce couple ou même dans d'autres couples hein, si vous vous retrouvez dans cette situation est-ce que vous arrivez à en parler? Est-ce que bah, déjà pour la personne qui a le plus envie arrive à en discuter avec l'autre de manière aussi posée sans que ce soit t'as plus envie de moi, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre se sent un peu elle se sent attaquée. Et puis la Mm, personne qui a plus du tout envie, est-ce qu'elle arrive à mettre des mots sur ça? Parce que c'est pas forcément un problème, hein. C'est pas forcément quelque chose qu'on doit changer, mais ça va devenir un problème effectivement si dans le couple, bah, il y en a un ou une qui a plus envie que l'autre plus du tout. Et donc c'est comment on fait, comment on prend soin de nos besoins qui peuvent être des besoins différents. Et ça, mm, on parlait de challenge, c'est le challenge le plus ultime. Comment on fait pour se respecter soi, mais aussi respecter l'autre. Et donc moi, par exemple, j'ai envie et lui n'a plus du tout envie. Bah, j'ai pas envie de le forcer, mais j'ai pas envie aussi de me sacrifier. mm. Comment on fait? Donc déjà, est-ce qu'il y a cette conversation-là qui est ouverte aussi?
et de se dire, par exemple, bah, moi, c'est important pour moi la sexualité. Toi, je vois que c'est plus du tout ton truc. Imaginons, hein, dans le sens où c'est plus du tout, et parce que bah, c'est un choix, plus du tout envie. Parce que je dis ça parce que des fois, ça peut être quelque chose de subi aussi. J'ai plus Mm, du tout envie parce que, je sais pas, j'ai des traumas qui refont surface, ou j'ai été traumatisée, on parle souvent de traumatisée de l'accouchement. Bon, mm, en vrai, en consultation, c'est pas ça que j'entends le plus. Ou alors, bah, j'ai énormément de responsabilités, ou alors j'ai du stress financier. Et du stress financier, là, je pense plus quand c'est le cas des hommes, parce qu'on est encore dans ce truc très mm, stéréotypé où c'est les hommes qui ramènent de l'argent, etc. Mais ce stress-là, ou si c'est la femme, bah, la charge mentale, c'est ça qui va mm. revenir le plus souvent. J'ai une dépression. Je peux aussi avoir une dépression et donc plus du tout envie. J'ai du dégoût. Bon, c'est pour ça que c'est déjà intéressant, est-ce qu'il y a cette conversation ouverte pour savoir d'où ça vient. Pas pour juger, juste pour savoir d'où ça vient et qu'est-ce qu'on veut faire de ça. Et si là le couple aussi se dit bon bah ok, j'ai plus du tout envie et c'est un choix et toi tu as encore envie et tu aurais envie de le vivre, est-ce qu'on arrive à trouver des options ensemble? Quels pourraient être les différents scénarios sur lesquels on imagine? Sans se mettre d'accord tout de suite, mais juste les différentes options. Et puis si ensuite on n'arrive pas à trouver de solution et qu'on en souffre, bah là vraiment de toute façon il faut consulter Ouais. parce que peut-être il y a d'autres horizons, peut-être voilà, il y a des choses à amener, à aborder. Et si par exemple c'est bah, justement j'ai des difficultés parce que bah, j'ai une dépression, c'est important d'arriver à justement le nommer pour ensuite avoir de l'aide aussi Mm. pour pas rester là-dedans. Ou bah, en fait j'ai plus du tout envie parce que peut-être j'ai des troubles érectiles ou peut-être parce que j'ai du vaginisme ou j'ai des douleurs. Et donc c'est important de savoir pourquoi aussi pour Mm. pareil encore une fois se dire bah il y a des ressources, il y a des outils et sans forcément dire on va trouver les outils pour qu'ensuite il y ait une sexualité, mais déjà trouver les outils pour déjà aller mieux. Ouais. Et là c'est aussi la grande nuance. Ouais. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, finalement, la sexualité dans ce cas-là est juste le bout de la chaîne, quoi, finalement. Et donc, il faut remonter la chaîne et voir ce qui T'as se passe vu? avant, quoi. Ouais, et Mm. t'ouvres plein de portes comme ça. Et Ouais, puis complètement. pareil, n'a plus envie de sexualité, mais pareil, peut-être si on redéfinissait Ouais, la c'est ça. sexualité du couple, peut-être qu'en fait il y aurait plein d'autres choses, plein d'autres choix. Ouais. Donc tu vois à quel point c'est très propre à chaque personne et chaque couple parce qu'il va falloir que bah, je pose plein de questions pour voir et pour analyser et pour ensuite proposer des solutions adaptées. Donc pour cette Ouais. personne, faut pas se dire tout de suite bon bah c'est foutu, on est au pied du mur. Est-ce que déjà, tout ce qu'on vient d'aborder là, il y a des choses qui ont été discutées, des Ouais. portes qui peuvent s'ouvrir? Intéressant. Ok, je te pose la deuxième question. Je la retrouve. Est-ce que c'est OK d'avoir un rapport sexuel avec bébé dans la chambre? Ah ouais, cette question. C'est intéressant parce que quand on avait fait la conférence justement sexualité et postpartum avec Anna Roy, Ouais, il y avait eu cette question et elle avait dit que on pourra le remettre en lien aussi l'épisode parce que si ouais, jamais je retranscris pas ses propos totalement correctement, ouais. mais elle disait que voilà, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'études, mais il y en a qui amènent à dire que jusqu'au 1 an de l'enfant, c'est OK parce que bah, l'enfant ne réalise pas, etc. Et que plus tard, bon, ça commence à être problématique. Moi, là, je vais juste partager ma vision, mon opinion, Mm, parce qu'il y a pas d'études là-dessus, et puis voilà. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Déjà, faut se poser la question, avec quoi on est confortable ou pas. Pareil, quand on dit il y a bébé dans la chambre, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il y a bébé dans le lit où on est? mm, Est-ce qu'en fait, je sais pas, on a une suite parentale et il y a une salle de bain et bébé est enfermé dans la salle de bain et nous, on est juste à côté? Est-ce que c'est dans son cododo? Il y a plein de mm. questions comme ça. Pareil, je vais rejoindre peut-être Anna Roy jusqu'au 1 an. Et si vous êtes à l'aise avec ça, que ce soit en cododo ou plus loin, pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire, il existe plein d'autres choses. En fait, il n'y a pas besoin forcément que bébé soit juste à côté quand vous le faites. Mm. Pareil, je préférais que même bébé soit peut-être dans son cododo et que vous alliez, quitte à aller dans les toilettes ou dans la Mm. salle de bain, justement faites autre chose que dans le lit. Justement, Ouais. ça peut être l'occasion de créer, De d'inventer d'autres réinventer choses, quelque chose. de Mm. pimenter en faisant autre part. En fait, moi, je serais plus d'avis à dire laissez bébé là où il est, vous allez autre part. Ouais, intéressant. Et une bonne manière de réinventer quelque chose justement et de faire différemment. Exactement, parce que souvent, les couples disent bah, on n'a pas le choix. Bah, voilà. J'ai des couples qui s'enferment dans les toilettes. Bah oui, c'est serré, Mm. mais c'est pas ça qui peut être excitant des fois aussi. Des fois, Mm. on se dit c'est ennuyant, c'est toujours la même chose.
bah là, votre bébé, il vous impose de faire différemment. Mm. J'ai même un couple qui, bah, eux, ils vivaient dans une maison et donc ils avaient le garage juste à côté, au même étage, etc. Enfin, il n'y avait pas d'étage, mais je veux dire, tu Mm. comprends, Ouais, au même niveau. au même niveau. Et bah, bébé était dans sa chambre, puis ils prenaient le babyphone et ils allaient dans la voiture qui était dans Mm. le garage. Tu vois, des choses comme ça, ou d'autres qui vont dans le salon. Alors quand il y a d'autres enfants qui peuvent aussi aller dans le salon, bon bah pareil, il y a les toilettes, il y en a qui allaient dans la salle de bain. Pareil, j'ai ce couple-là où ils ont 4 enfants, donc il y en a à tous les étages, etc. Mm. Bah, ils s'enferment dans la salle de bain. Et Mm. s'enfermer, c'est une bonne chose aussi. Oui. C'est-à-dire, on parle souvent aussi du bruit, le fait que les enfants, les bébés peuvent, enfin les bébés, les enfants peuvent nous entendre. Effectivement, il y a ce point-là, mais il y a aussi, ils peuvent entrer et voir. C'est pas OK. Surtout que bah, il y a des verrous, il y a des clés qui existent. Vous pouvez mettre ces installations-là. Donc, ça permet une première porte. Alors de se dire, ah oui, mais du coup, ils vont se dire, mais pourquoi c'est fermé? Bah, vous allez pouvoir peut-être aussi expliquer, papa et maman, ou papa, maman, maman. On a de l'intimité, des moments où on a besoin de temps seul, et donc c'est pour ça qu'on ferme, et ça veut dire que c'est notre intimité. Donc ça peut être aussi important, de toute façon, de parler de ça, de cette notion d'intimité, de consentement à vos enfants. Et très jeune, hein, moi, ma petite de 3 ans, elle sait déjà ce que c'est le consentement, Mm. et elle me le dit, hein. Tu m'as pas demandé là, tu m'as fait un bisou, tu m'as pas demandé. Ouais. Donc, ça sera beaucoup plus facile aussi pour moi de dire, bah là, en fait, non, c'est mon corps, non, tu sors de la salle de bain, je suis en train de me changer, c'est mon intimité. Mm. Et donc, de comprendre ce concept assez rapidement. Ouais, et oui, le plus tôt, le mieux, hein, de toute Oui, façon. Mm. ouais, pour bah, éduquer, protéger, et puis Venir, pour que ouais. les conversations soient d'autant plus simples. Tu vois, Mm. alors il paraît, je fais un petit parallèle aussi, où quand ils me disent des couples qui disent, bah là, notre enfant nous a surpris, comment on réagit? Ouais. Donc imaginons, il n'y avait pas de verrou et bam, il nous a surpris. Bah, du coup, c'est de pouvoir en discuter. Alors peut-être pas au moment même, mais le lendemain, etc. Dire, bah voilà, là, on avait un moment d'intimité. Donc encore une fois, c'est pour ça que c'est Mm. important de parler de ce concept pour que ça parle à l'enfant. On faisait, voilà, un câlin, c'était notre moment à nous. Voilà, t'aurais pas dû le voir. Voilà, on s'excuse. Voilà, comment tu te sens, etc. Ça Mm. dépend évidemment de l'âge de l'enfant, hein. Mais voilà, c'est des choses où on peut revenir dessus et poser des questions, mais sans faire un drame en vrai. Ouais. Sans faire un drame, mais juste effectivement en remettant les mots pour que bah, l'enfant ait les bons mots associés à ce qu'il a Oui, fait, quoi. oui. Mhm. Et puis souvent, voilà, Oui. ça va passer. Mais juste dire, bah voilà, hier c'était un moment d'intimité, Mm. voilà, c'était notre moment à nous. T'aurais pas dû, voilà, le voir, voilà, comment tu te sens. Et c'est pour ça que c'est important, comme je disais, de parler déjà de cette notion Mm. d'intimité pour éviter d'amener plein de concepts en même temps à ce Ouais. moment-là. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'intimité? Voilà. Là, c'est d'autant plus Alors, simple. Là, c'était notre corps. Voilà, on voulait pas que tu nous vois tout nus. Mais voilà, c'était de notre faute. Donc voilà, tout va bien. mm. Et c'est normal pour les adultes d'avoir des moments comme ça. Mm. Merci pour la prévention, c'est super important d'en reparler. Ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. D'ailleurs, il y a un épisode avec Myriam Félix, j'ai plus le numéro. Super. Je le Ouais, ouais, remettrai. ouais. On parle de Sur ça, l'éducation, voilà, l'éducation à la sexualité. ouais, des Enfin, enfants à et comment on l'aborde en tant que parent. exactement. Donc c'est génial. Exactement. Il Euh, faut, c'est le début de tout. oui, exactement. Merci beaucoup, Camille, pour tout ça. Si tu... Une chose que tu voudrais que la personne qui a écouté cet épisode retienne, ce serait quoi? Intention. Mhm. L'intention, que ce soit avec vous-même, mais du coup avec vos partenaires aussi. Qu'est-ce que j'ai envie là au moment T ou ce dont j'ai pas envie, hein, c'est la même chose aussi. Mais voilà, l'intention. Quand je vais faire quelque chose, je mets une intention avant, comme ça c'est beaucoup plus aligné, en conscience et respectueux bah, de mon être, et puis bah, en espérant aussi des personnes autour. Parfait. Merci Camille pour tout ça. Je remettrai dans le descriptif de l'épisode le lien vers ton podcast, vers ton compte Super, Instagram, vers ton livre. Et je remettrai en plus le lien vers l'épisode avec Anna Roy, dont tu as yes. parlé. Trop bien. Et Le livre papier, pour oui, l'instant, j'ai mes abonnés qui m'ont dit que sur Amazon, on pouvait encore le trouver, mais parce il est plus disponible, il a plus ok, été disponible pendant un moment. Mais il y a le format e-book que j'ai très bien. réactualisé, donc avec des nouveautés vis-à-vis de la version papier 2021. Et l'idée, c'est de ressortir la version papier de cet e-book-là.
Très bien, ça marche, super. Et puis, bah, ton bébé a été d'un calme Ouf, incroyable. ouais. Et ça va, j'ai eu mes phrases, j'ai pas trop dit de Ouais, bêtises. Ça aurait pu être encore plus clair, mais voilà, je m'en suis bien c'était très sortie. bien, c'était parfait. Trop bien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ça. Et Merci puis, Clémentine. comme ça, les auditeurs et auditrices pourront te retrouver sur ton podcast et ton compte Instagram. Eh ben, Merci à toi, avec Camille. plaisir. Merci à À toi. bientôt. Cet épisode est déjà fini. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent, et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.